Alors, donc je vous disais, on va parler aujourd'hui d'investissement non coté. Alors, pourquoi l'investissement dans le non coté? Plusieurs raisons. On croit beaucoup dans le potentiel de cette classe d'actifs pour apporter de la performance dans les portefeuilles et aussi une performance qui va être décorrélée des marchés financiers et qui va réduire la volatilité des portefeuilles. Quand on regarde les principaux risques qu'on peut prendre en tant qu'investisseur, c'est-à-dire qu'on va les regrouper en trois pôles et avoir le risque de perte en capital, le risque de volatilité et le risque d'illiquidité. L'investissement dans le non-coté, on va jouer principalement sur un de ces trois risques, qui est la liquidité du portefeuille. Et c'est ça qui va nous permettre d'augmenter les espérances de rentabilité et de diminuer la volatilité des portefeuilles. Alors, hop, tac, ça, là. Donc, au sommaire de ce webinaire, on va voir qu'est-ce que c'est que l'investissement non coté, donc les différentes classes d'actifs, les phases d'investissement, la temporalité de ce type d'investissement, les différents types de fonds, les avantages de cette classe d'actifs, le mécanisme de la courbe en J et 3 exemples de fonds qui sont sélectionnés par le cabinet, 3 exemples donc de supports d'investissement qu'on recommande activement à nos clients. Alors, je vais commencer d'abord par un petit laïus qui plaira au régulateur s'il a l'occasion de regarder cette vidéo, puisqu'on va commencer par parler des risques. Quand vous faites un investissement quel qu'il soit, vous prenez un risque. Investir, c'est prendre un risque. Ne pas investir, c'est prendre un risque aussi. Le premier risque, c'est de ne pas gagner de l'argent. Et si vous êtes dans un contexte inflationniste comme c'est le cas aujourd'hui, vous risquez d'en perdre, tout simplement. Donc là, on va se concentrer aujourd'hui sur les risques qui sont liés à l'investissement dans le non-coté. Comme pour tout type d'investissement, vous avez un premier risque qui est le risque de perdre en capital. Vous investissez dans des entreprises, que ce soit en capital ou en dette. Si jamais ça ne se passe pas bien, il y a un risque de perte en capital. Vous avez un risque que j'évoquais tout à l'heure en introduction, qui est le risque d'illiquidité du fonds. Donc vous avez, et puis ceux qui vont venir après sont dans la même catégorie, c'est-à-dire que déjà dans un premier temps, vous allez avoir une première phase entre guillemets officielle d'illiquidité du fonds, c'est-à-dire que vous investissez, on va vous dire pendant 1, 2, 3, 4, 5 ans, je ne sais pas, le fonds n'est pas liquide. Et puis, au terme de cet horizon-là qui aura été défini à l'origine par la société de gestion, bien, vous n'avez pas non plus de liquidité obligatoire si jamais les choses ne se passent pas spécialement bien, que les participations ne sont pas cédées ou que ça met plus longtemps, tout un tas d'événements. La liquidité du fonds, elle n'est pas assurée, comme ça peut être le cas quand vous décidez d'investir sur une action XY en utilisant votre compte Boursorama. Vous avez ensuite un risque qui est lié à l'estimation des valeurs des investissements réalisés. Là aussi, à la différence des marchés réglementés sur lesquels vous avez une cote, puisque il y a beaucoup d'informations financières qui sont fournies et par les sociétés et par les analystes qui vont permettre de déterminer un prix sur une valeur de société. Et puis ensuite, c'est la loi de l'offre et de la demande qui va faire le prix d'une action à un instant T sur un marché financier. Là, en fait, l'évolution des actifs qui sont dans un fonds de non-coté, ça va dépendre de la société de gestion et de ses partenaires en matière d'évaluation. Partenaires en matière d'évaluation, c'est souvent des experts comptables et des commissaires aux comptes qui vont fixer des valeurs que la société de gestion va reporter pour comptabiliser l'ensemble des actifs qui sont à l'intérieur du portefeuille. Vous avez un risque de diversification insuffisante, pas plus que quand vous investissez dans le secteur coté. Si vous investissez dans un secteur coté, vous achetez un titre, vous prenez un risque sur une action, avec tout ce que ça peut entraîner. Quand vous investissez dans le private equity, c'est pareil. Si vous investissez sur une action, c'est plus risqué par définition que si vous investissez dans un portefeuille à l'intérieur duquel vous avez 1000 participations. Le caractère imprévisible de la distribution, les risques qui sont liés aux cessions de parts sont là aussi des risques qui sont principalement liés à ce que j'évoquais précédemment en matière de liquidité. C'est-à-dire que pour la partie distribution, c'est la société de gestion qui va décider quand est-ce qu'elle vous rembourse.
Pour ce qui est de la cession des parts, si vous détenez vous-même des parts d'un fonds qui sont illiquides, c'est beaucoup plus difficile à vendre que si vous avez un fonds traditionnel. Quand je dis c'est beaucoup plus difficile, dans la plupart des cas, c'est purement impossible, sauf si vous trouvez une contrepartie par vous-même, mais ce n'est pas très facile à organiser. Ensuite, souveraineté des sociétés de gestion pour déterminer la stratégie de gestion. Alors ça, c'est la même chose que si vous rentrez sur un OPCVM classique sur les marchés financiers, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous rentrez dans un fonds, eh bien, vous déléguez l'intégralité de la gestion à la société de gestion qui va prendre ses décisions et qui ne consultera personne, qui fera comme il lui paraît bon de faire pour générer les meilleures performances à l'intérieur de son portefeuille. Encore une fois, c'est vrai dans un OPCVM traditionnel et c'est vrai aussi dans un fonds de participation de private equity. Voilà, voilà pour la partie risque. Donc, si vous êtes toujours là, maintenant, je vous propose de partir sur la partie des avantages de ce type de fonds. L'investissement dans le non-coté, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça a plus de 40 ans d'existence. Je vous ai mis sur la slide que ça a des performances annualisées historiques qui sont supérieures à XX%, parce qu'en fait, on va le voir après, quand on regarde les performances historiques, on a la plupart du temps des performances à 2 chiffres. Là encore, je mets un petit message, les performances passées ne préjugent pas les performances futures. Juste une petite précision donc, sur ce que veut dire investissement dans le non-coté. Je vais revenir un petit peu sur la base pour dire qu'est-ce que c'est qu'une action qui est un titre de propriété qui est émis par une société. Ça représente une fraction du capital social et ça constate les droits de l'actionnaire dans la société, intervenir dans la gestion et en retirer potentiellement un revenu qui va être matérialisé par le dividende. Lorsqu'une société propose d'investir au public des titres financiers tout ou partie de son capital, eh bien, elle va pouvoir passer soit par les marchés financiers, soit elle va rentrer en relation directe avec les investisseurs. Et là, on va parler d'investissement dans des sociétés qui sont non cotées. Des sociétés qui sont non cotées, ça veut pas, c'est pas forcément une définition c'est pas une information pertinente pour déterminer la taille de l'entreprise. Vous avez évidemment les petites entreprises qui sont non cotées, mais dans le segment du non coté, vous avez aussi de très grands groupes. Vous avez le groupe Servier, par exemple, qui est le deuxième groupe pharmaceutique français au niveau mondial, qui reste non coté. Vous avez aussi le groupe Auchan, qui est numéro 3 français de la distribution et qui fait le choix délibéré de rester en dehors des marchés financiers. Alors, une fois qu'on a dit ça, on comprend donc qu'on peut avoir affaire à une classe d'actifs qui va être relativement large et qui va pouvoir se scinder en plusieurs catégories. Nous, aujourd'hui, on a séparé ça en 4 catégories. La partie private equity qui va consister à acheter les actions, donc le capital d'une entreprise. Le private debt qui va consister donc à prêter de l'argent à une entreprise. Alors, petit rappel là encore, quand vous investissez dans une entreprise, vous pouvez faire le choix de le faire, si c'est possible évidemment, d'acheter des actions. Donc, vous achetez du capital de l'entreprise, deux façons de gagner de l'argent, encaisser du dividende et puis espérer une éventuelle plus-value. Où vous pouvez prêter de l'argent à l'entreprise et là, en contrepartie de ce prêt, donc là, on est sur un investissement obligataire, l'entreprise va s'engager à nous payer une rémunération qui va être versée sous forme de coupons. Vous avez aussi des projets d'infrastructure qui sont financés au moyen de levées de financement dans le non-coté. Et puis, vous avez aussi des projets immobiliers où là, on va investir dans des projets de promotion immobilière par l'intermédiaire de montage et d'investissement dans le non-coté. Ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en fait, quand on regarde cette classe d'actifs qui a la réputation de servir de levier de financement à des startups, des choses qui sont plutôt très dynamiques, en fait, non. Vous avez un spectre d'investissement qui est quasiment aussi large, je dirais même aussi large que sur de l'investissement traditionnel, quasi, entre des choses qui vont être relativement safe et des choses qui effectivement vont être très très dynamiques. Dans le relativement safe, on va trouver justement les fonds de dette, dont je vais vous parler après, qui présentent des avantages et des garanties qui sont assez exceptionnels.
ou des projets immobiliers. Et puis, à l'autre extrémité du spectre, vous allez pouvoir trouver aussi de l'investissement dans les technologies quantiques ou des choses, effectivement, qui sont très, très innovantes. Mais la classe d'actifs est très, très diversifiée. Alors, au niveau justement des types de financement dans le cycle de vie d'une entreprise, je vais faire rapide sur cette slide-là. En gros, vous avez le cycle de vie d'une entreprise sous les yeux avec comment dire, une temporalité. Première qui consiste à être dans une phase de recherche et développement. Ensuite, on passe à la phase de création. Alors, sur la partie recherche et développement, pour caricaturer un peu mon propos, on imagine des gens qui sont en train de développer un nouveau projet. Ils n'ont pas de clients, ils sont dans le garage à manger des pizzas et à bosser toute la journée. Et en gros, on est dans une phase où personne ne veut vous confier d'argent, ni les investisseurs, ni les banques, ni personne, parce qu'en gros, vous n'avez rien à part une idée. Et même si vous avez une très bonne idée, ça ne veut pas dire que vous allez correctement l'exécuter. Donc là, dans cette phase-là, si on a besoin de capitaux, ben, on va chercher de l'argent qu'on appelle la love money. C'est de l'argent qu'on va chercher auprès de ses amis, auprès de sa famille. Et puis, on peut éventuellement gagner des concours ou aller chercher quelques petites subventions auprès de BPI. Ensuite, on va entrer dans une deuxième phase qui est plus opérationnelle, qui est la phase de création d'entreprise. Et là, on va pouvoir commencer à aller voir des gens qui vont vous apporter des capitaux. En général, à cette étape de la vie d'une entreprise, on va lever entre 100 et 500 000 euros. Donc là, on va aller voir des business angels, des fonds de crowdfunding ou ce qu'on appelle des fonds d'amorçage, c'est-à-dire des fonds qui vont se positionner très tôt dans le cycle de création de l'entreprise. On n'a toujours pas de clients à cette étape-là. Et quand on parle de premier succès et de capital risque, eh c'est à partir de ce moment-là que là, on va pouvoir aller voir des investisseurs, là qu'on appelle les premières levées de fonds, qu'on appelle aussi les séries A, B, C, etc., où on va aller chercher entre 500 000 et 10 millions d'euros. Là, on est dans le capital risque, mais on a déjà un modèle qui existe. Souvent, on n'est pas rentable, mais on commence à avoir des clients. Puis après, on a la phase de décollage, capital développement, et on arrive à maturité de l'entreprise. Comment dire, les moments où on peut se positionner sur un investissement justement de type private equity vont varier sur cette échelle de temps-là. Et plus on va se positionner tôt dans le cycle, et plus on peut espérer des rendements importants, mais aussi avec un risque plus élevé, et plus on va arriver tard, et plus ça va avoir tendance à aplatir la courbe de rendement, mais le risque qui va avec aussi. Un petit point sur la partie fiscalité. Vous avez beaucoup de fonds d'investissement qui bénéficient d'une fiscalité avantageuse, attractive, qui peut intervenir de plusieurs façons. Alors, vous avez des fonds type FCPI, FIP, qui vont vous permettre d'obtenir une réduction d'impôt sur le montant de l'investissement. Donc là, typiquement, vous faites un investissement 10 000 euros, vous avez 1 800 euros d'économie d'impôt. Ce n'est pas les fonds qu'on préfère parce que ce sont des fonds qui ont des contraintes réglementaires qui sont assez fortes en termes de structuration et qui font peser des contraintes sur la société de gestion qui les empêchent clairement de se concentrer sur les meilleures boîtes à mettre à l'intérieur du portefeuille. En tout cas, c'est ma conviction. Et puis, ce sont des fonds aussi qui ont des structures de frais qui sont très élevées. Donc, je ne dis pas que tout est à jeter là-dedans, mais encore une fois, ce n'est pas forcément les fonds qu'on va privilégier. Vous avez la plupart des autres fonds qui vont fonctionner avec un avantage fiscal qui est une non-imposition sur la plus-value. Là aussi, en contrepartie du fait que le fonds, que votre investissement ne soit pas liquide, eh bien, le législateur va mettre une carotte fiscale à la sortie de l'investissement et ça va être encore une fois une non-imposition sur la plus-value, un impôt sur le revenu, pas aux prélèvements sociaux. Et puis, vous avez pour les gens qui ont des entreprises et qui les vendent, un potentiel avantage fiscal sur le remploi des capitaux donc issus de la cession d'entreprise. Je ne vais pas rentrer dans le détail là-dedans. Et puis aussi un petit point, tout à l'heure je vous ai dit
c'est très important de le noter que quand on était sur des investissements dans le non-coté, eh bien, en fait, on venait jouer sur un paramètre pour augmenter la rentabilité, l'espérance de rentabilité du fonds, et ce paramètre, c'était la liquidité. Avec aujourd'hui la plupart des fonds qui ont des échéances qui vont être entre 5 et 8 ans, grosso modo, eh bien, vous avez aujourd'hui des fonds qu'on appelle des fonds perpétuels qui n'ont pas de fin et sur lesquels on va pouvoir rentrer et sortir de manière plus souple que sur les fonds entre guillemets traditionnels de non-cotés. Alors parfois, vous avez des fonds qui vont vous dire vous investissez à telle date, au bout de 2 ans, vous sortez quand vous voulez, ou alors vous avez des fenêtres de sortie qui vont être mensuelles, trimestrielles, semestrielles. Enfin, vous avez autant de possibilités qu'il existe de ce type de fonds. Après, il faut bien avoir en tête que malgré tout, quand vous rentrez sur ce type d'actifs, ça crée là aussi, encore une fois, des contraintes qui vont peser sur la société de gestion pour assurer la liquidité du portefeuille, qui vont faire mécaniquement que ça va impacter les objectifs de performance. Les performances, justement, parlons-en. Donc, vous avez les performances à long terme du non-coté de manière générale. Alors, ce n'est pas du non-coté en l'occurrence, c'est du private equity. Donc, non-coté sur le capital, investissement dans le capital des entreprises. Vous avez donc un histogramme avec trois barres à chaque fois, une qui vient représenter le MSCI World, la performance du MSCI World, donc la performance des actions à l'échelle internationale, une qui vient représenter la performance du private equity en moyenne, et une qui vient représenter la performance des fonds du premier quartile, donc les meilleurs fonds de private equity, sur des durées donc, de 20, 15 et 10 ans. Et on voit, c'est intéressant, que sur des durées longues, premier constat, la performance, le fait d'investir en actions, ça fait toujours un rendement annuel positif. Ça, c'est la première chose. Le deuxième constat, c'est que le private equity, jusqu'à aujourd'hui, a toujours historiquement produit des performances meilleures que l'investissement dans les sociétés cotées, et avec des différences assez importantes. Et puis, troisième constat, le premier quartile, c'est toujours des performances annuelles supérieures à 20% par an. Donc, on est quand même, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur des perspectives de rendement qui sont vraiment intéressantes, sous réserve qu'on ait la capacité à faire une croix sur une partie de la liquidité de son patrimoine investi. Une petite slide sur les performances encore, y compris en période de récession. Je ne vais pas m'étendre dessus parce que ça parle tout seul. C'est juste pour dire qu'en fait, on est aussi sur des performances qui sont assez, même très décorrélées des cycles économiques. Ce n'est pas parce que vous avez des périodes de récession ou de baisse sur les marchés financiers que vous avez le même phénomène sur l'investissement dans le non-coté, sur le private equity en l'occurrence. Vous pouvez le voir en 2007-2008, là c'est très criant et on a des stats qui vont donc jusqu'en 2015. Petite explication sur ce que l'on appelle dans notre jargon la courbe en J. Quand vous faites un investissement dans le non-coté, vous investissez dans des entreprises, quelles que soit, encore une fois, que vous soyez en capital ou en dette ou autre, investissez sur des choses sur lesquelles il n'y a pas de valeur de marché. Donc, la valeur, elle va être déterminée à un instant T par un expert comptable, par un commissaire aux comptes, c'est-à-dire cette boîte-là, elle vaut tant, et c'est sur cette valorisation que vous allez rentrer. Imaginons que la société, elle est à ce moment-là une valeur de, je dis une bêtise, 1 million d'euros. Sur 1 million d'euros, vous rentrez la participation à l'intérieur du fonds, et tant qu'il n'y a pas d'événement notable, comme une nouvelle augmentation de capital, une augmentation de capital, une levée de fonds ou une cession de la participation, cette valorisation, elle va rester à 1 million d'euros. Et puis, évidemment, quand on fait ce type d'investissement, quand on se positionne sur une entreprise, ce n'est pas pour y rester 15 jours ou 3 semaines. On est sur des investissements de long terme. Alors, parfois, il peut y avoir des événements qui vont faire que vous avez un fonds qui va investir dans une boîte et qui va sortir tôt. Mais le but, c'est quand même de porter en général la participation pendant 3-5 ans quand on est sur ce type de fonds-là. Et donc, ça veut dire que pendant 3-5 ans, cette participation-là, le prix, il n'est pas censé trop bouger. Par contre, le fonds, il a une structure juridique
à l'intérieur de laquelle il faut payer les frais de gestion du fonds pour qu'il fonctionne. Et ces frais de gestion-là, ils vont être prélevés. Et donc, du coup, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais pendant les premières années de vie du fonds, eh bien, on va voir sa valorisation qui ne va faire que diminuer parce qu'on va prendre des frais sans qu'il y ait d'événements sur les sociétés qui sont rentrées en portefeuille. On appelle ça la première phase qui est une phase d'investissement. Vous avez certains fonds qui vont appeler aussi les investissements, enfin la trésorerie de manière comment dire, échelonnée, je vais y arriver, sur le calendrier. C'est-à-dire que, par exemple, si, j'en sais rien, moi, vous avez prévu d'investir 100 000 euros à l'intérieur du fonds et qu'ils investissent un dixième pendant 3 ans, et ben, pendant 3 ans, on va appeler un dixième de la trésorerie et ça veut dire que ce qui ne sera pas appelé, c'est vous qui le gardez, vous avez la possibilité de le faire travailler. Et vous avez d'autres fonds qui vont appeler toute la trésorerie d'un coup. Au moment où vous faites votre souscription, faites votre chèque, 100 000 euros, boum, c'est placé dans le fonds. Et là, c'est ce que je vous disais, on va prélever les frais de gestion. Et puis ensuite, il va y avoir la deuxième phase où on va rentrer dans une phase où on va commencer à céder des participations. Et puis, c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à avoir le phénomène de la courbe qui s'inverse, puisqu'on va continuer à prendre des frais de gestion. Mais là, par contre, on va réaliser des gains et des plus-values. Et ça va impacter de manière positive la valeur liquidative du fonds. Alors, je vous ai dit qu'on allait vous présenter 3 solutions. Donc, moi, je vais vous en présenter une. En matière de spectre que j'expliquais tout à l'heure entre ce qui se fait de relativement safe pour ce type d'investissement et de ce qui se fait de manière très dynamique. Pour changer un peu, je vais présenter ce qui est particulièrement, ce que je considère en tout cas en tant que conseiller en investissement comme relativement safe comme type d'investissement. Et donc, je vais vous parler de la société Entrepreneur Venture qui propose le fonds Entrepreneur Rendement numéro 6. Donc, une société de gestion qui a déjà collecté plus d'1 milliard 300 millions d'euros, qui finance aujourd'hui 200 PME. C'est la première société de gestion indépendante sur le segment du private equity small cap en 2020. Donc, toutes les capitalisations qui sont inférieures à 30 millions d'euros en valeur d'entreprise. Et les gens qui sont devant eux, c'est un acteur public qui n'est autre que BPI. Donc, Entrepreneur Rendement numéro 6, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un fonds obligataire daté. Donc, on va investir dans des PME qui sont non cotées. Point qui est très important, c'est qu'on va investir dans des entreprises qui sont matures et des entreprises qui sont en croissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aussi investir dans des sociétés surtout qui sont rentables. On va se positionner sur entre 15 et 20 lignes, une fonds qui a une maturité de 6 ans. Et un point qui est extrêmement important, c'est que c'est un fonds qui va bénéficier, les sociétés qui sont à l'intérieur du fonds en fait, vont bénéficier d'une couverture, d'une protection en capital qui représente 70% du capital investi par les investisseurs. C'est un fonds sur lequel il n'y a pas de risque de taux, puisqu'encore une fois, on est sur du non-coté, il peut se passer tout et n'importe quoi sur les taux, et ça n'impactera pas de manière ni positive ni négative la performance du fonds. C'est un fonds qui est très résilient de par sa structure. Mais on est sur un fonds qui propose un objectif de rendement de 6%. Et donc, on a ce mécanisme de garantie partielle qui est mis en place par le Fonds européen d'investissement. Et ça veut dire que pour ce type d'investissement, quand vous êtes investi à 100% et que vous avez 70% qui est garanti par le Fonds européen d'investissement, ça veut dire clairement que vous prenez 100% des bonnes nouvelles et que vous n'en supportez que 70%. Et ça fait une dichotomie très forte en termes de prise de risque, une asymétrie très forte en termes de prise de risque sur votre investissement. Et c'est des choses relativement rares et c'est des choses que moi, personnellement, j'aime beaucoup parce qu'aller chercher 6% de rendement, aujourd'hui, on est à peine un point en dessous de ce qu'on peut espérer sur la rentabilité des marchés actions cotés à long terme, mais encore une fois, avec ce mécanisme de garantie qui est extrêmement rassurant. Alors, comment ça va fonctionner? Comment est-ce qu'on va aller chercher cet objectif de performance?
au niveau des caractéristiques de l'investissement. Donc, vous avez un contrat obligataire qui est constitué, qui est mis en place avec les sociétés dans lesquelles on va se positionner. Donc, le contrat obligataire, il est très simple, hein. Je te confie, par exemple, 10 000 et en contrepartie de ces 10 000 euros qui sont prêtés à une société, eh bien, cette société elle va s'engager à nous payer un coupon de 5%. Aujourd'hui, les rendements obligataires, ils sont plutôt sur les sociétés qui sont cotées, ils sont beaucoup plus faibles que ça, hein. Ils sont aux alentours de 2%. Et ce que j'expliquais tout à l'heure, là encore, on va jouer sur cet aspect de liquidité pour dire on enlève la liquidité et rien que ça, on va aller chercher, on va bonifier le rendement de 3% et c'est ce qui va nous permettre d'aller à 5. On va y ajouter une option de conversion en action, ce qui va permettre, dans le bilan de l'entreprise, de considérer l'argent qui lui est apporté comme du quasi-fonds propre. Et ça, c'est très important. Je ne vais pas forcément trop le détailler pour des questions de temps. Mais en 2 mots quand même, le fait que ça soit considéré comme du quasi-fonds propre, ça va permettre à l'entreprise de s'appuyer sur ces montants-là pour aller lever de la dette bancaire traditionnelle. Cette dette bancaire traditionnelle, elle va être levée à un taux qui va être aujourd'hui entre 1 et 1,5%, donc avec un levier de 2 ou 3 par rapport à ce qui aura été apporté par le contrat obligataire. Ça veut dire que l'entreprise elle va se retrouver avec un morceau de dette qui va être à 5, un morceau de dette qui va être à 1. Et disons, si on fait une cote mal taillée, qu'on va tomber sur une dette au global qui va coûter 2,5%. Et avec ça, elle va pouvoir, par exemple, aller mener des opérations de croissance externe qui vont aller sur des rentabilités qui sont, je ne sais pas moi, de l'ordre de 15-20%. Donc, c'est vraiment très, très intéressant pour une entreprise, pour un dirigeant, pour un chef d'entreprise, d'aller chercher ce type de montage-là, sous réserve qu'il soit sur un marché qui soit, encore une fois, en croissance et sur lequel il y a du potentiel. Et puis, dernier aspect, vous avez une prime de non-conversion. Donc, on est sur un contrat obligataire, on a notre option de conversion qui permet d'être considéré comme du quasi-fonds propre. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de convertir. Et d'ailleurs, ça n'intéresse pas non plus l'entreprise qui préfère rester sur de la dette. Et donc, du coup, on va avoir cette prime de non-conversion de 5% par an aussi, qui va venir bonifier le rendement de notre obligation. Processus de sélection, donc de nombreux dossiers qui arrivent auprès de la société de gestion. Déjà, par rapport à l'ensemble des dossiers qui sont arrivés, vous en avez à peu près 30% qui sont analysés, vraiment. Pour un tout petit nombre de dossiers qui ressortent à la fin, vous en avez 15 là sur 884, c'était en 2019. Donc vous voyez qu'il y a un mécanisme de filtre qui est quand même très très fort, qui est opéré par la société de gestion et qui est opéré par un partenaire indépendant qui est Elisphère, qui va faire une notation indépendante qui va être qualitative, quantitative et qui va surtout être éliminatoire. C'est-à-dire si la société de gestion pense que c'est bien et que Elisphère, dans son analyse, dit non, ça sera un no-go et la société ne va pas rentrer en portefeuille. Et puis ensuite, donc, vous avez l'assurance du FEI qui permet d'avoir un taux de couverture qui va aller jusqu'à, enfin c'est pas jusqu'à, il va à 70% du capital investi. Je termine avec le fonctionnement donc, du mécanisme de garantie. Ce mécanisme de garantie qui est apporté par un organisme public européen, il va fonctionner ligne à ligne, c'est-à-dire qu'on va prendre les 15 ou 20 lignes que vous avez à l'intérieur du portefeuille. Chaque ligne va disposer de manière indépendante de ces 70% de garantie sur le capital. C'est dès le premier euro. Et c'est sans déduction, surtout, c'est ça qui est important, des coupons qui sont d'ores et déjà perçus. Là, vous avez un petit schéma aussi, un petit histogramme pour illustrer ce propos-là. On prend un exemple avec des obligations qui distribuent un coupon de 5% par an. Si jamais cette obligation elle n'est pas remboursée et que la boîte fait faillite la première année, eh ben, on perd que 30% du capital qui sera investi sur cette société, donc encore une fois un 15e ou un 20e en fonction du nombre d'entreprises qu'il y aura à l'intérieur du portefeuille. Et puis plus le temps va passer, et plus on va encaisser des coupons. La garantie, elle ne bouge pas, mais le risque en capital, lui, diminue, puisque, encore une fois, on aura encaissé des coupons pendant toute la durée de vie de l'opération.
Euh, Hop, voilà, donc j'ai terminé pour ma partie. Je vais maintenant passer la parole à Jordan qui va vous parler du fonds Altaroc. Et je précise qu'on prendra les questions à la fin du webinaire. Parfait, je te remercie Ludovic. C'est à toi. Alors, donc, par rapport à Altaroc, c'est une société de gestion qui a été fondée par Maurice Chenio. Pour la petite histoire, en fait, c'est l'un des fondateurs de Apax, qui est l'un des leaders aujourd'hui du private equity en France. Et donc, il a fondé Apax en 1972. Et ensuite, il a décidé, il a une grande idée assez brillante, de vouloir offrir le private equity en fait, au plus grand nombre, parce que c'était une classe d'actifs qui était très refermée, dont peu de gens, en tout cas, la connaissaient. Et donc, son objectif, voilà, c'était de l'ouvrir au marché des particuliers. Donc, pour ça, il a créé en 1995 Altamir, qui est une société, en fait, un véhicule financier coté, où les investisseurs pouvaient acheter des actions pour suivre les stratégies d'Apax. Mais très rapidement, en fait, ce véhicule a trouvé ses limites. C'est plutôt simple, c'est que ça marchait trop bien. Les investisseurs, en fait, ont suracheté le titre et il n'y avait plus de liquidité parce qu'ils le conservaient. On avait un rendement, en fait, à 2 chiffres chaque année. Et donc, en 2021, il a eu une autre stratégie. Il a fondé Altaroc avec Frédéric Stollard, qui, lui, a également 30 ans d'expérience dans le private equity. Donc, Ludovic, s'il te plaît, par rapport à la slide. Je te remercie. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont eu comme idée? C'est une idée plutôt simple, en fait, au départ. C'est de prendre les meilleurs fonds de private equity du monde et de les offrir auprès des gens. Simplement, cette idée qui peut paraître simple est en réalité très complexe parce que les meilleurs fonds sont peu accessibles. En effet, ces fonds-là sont accessibles à partir de 15 à 20 millions d'euros en moyenne. Donc, ni vous ni moi, malheureusement, ne pouvons souscrire à ces fonds-là. Et donc, eux, ils se sont dit, comment est-ce qu'on va faire pour les ouvrir? Ils ont créé un fonds de fonds, tout simplement, avec donc un ticket d'entrée donc en FPCI à 100 000 euros pour donc des clients, on va dire, un petit peu plus ouverts. Et grâce à cela, ils ont pu créer donc Altaroc en 2021. La première souscription qui a été faite, ils ont fait une enveloppe de 200 millions d'euros en 7 semaines. Donc, ça a été fait très, très rapidement. Et donc, ils ont décidé de renouveler ça en 2022 avec une enveloppe cette année de 500 millions d'euros. L'objectif, donc, au sein de ce fonds, c'est quoi? C'est d'investir sur 5 à 6 gestionnaires, uniquement parmi les meilleurs. Donc, vous avez Insight, Bridgepoint, qui sont des grands noms du private equity, et d'avoir donc un rendement, en tout cas historique, de 15% en moyenne par an. De plus, et ce que va permettre ce fonds-là, c'est une véritable diversification, ce qui est assez rare en private equity, parce que comme l'a dit Ludovic, c'est un marché un peu plus resserré. Mais là, donc, ils vont investir en fait sur plusieurs zones géographiques et également sur différents secteurs, et avec à l'intérieur en fait des sociétés liées à la technologie. Et là, vous pouvez avoir en fait le nom de quelques licornes sur lesquelles ils ont investi dans le précédent millésime. Et donc là, on va pouvoir voir maintenant sur la slide suivante. Donc, Ludovic. Je te remercie. La répartition sectorielle et géographique du fonds. Comme vous pouvez le voir, en fait, il va avoir des thématiques assez recentrées avec simplement 5 thématiques à l'intérieur. Donc, les valeurs technologiques, la santé, Internet pour les particuliers et les services B2B pour les entreprises. Et donc, au sein même de ces différents secteurs, on va avoir au global 200 sociétés private equity, ce qui va permettre un, une diversification, mais deux, en fait, réellement une réduction des risques. Parce que même si une société faisait défaut, 1/200e, c'est 0,5% du portefeuille qui est impacté. Là également, ce qui est important à comprendre, c'est qu'il y a eu plusieurs analyses qui sont sorties en fait, sur le private equity et sur son fonctionnement. Et récemment, en fait, il y a une étude de HEC qui a fait paraître quelque chose, c'est que la probabilité de perdre plus de 25% de son capital en private equity est inférieure à 0,5%. Donc, ce qui montre que le travail de diversification, quand il est bien fait, permet en fait, de réduire les risques au sein des portefeuilles et donc devient en fait réellement une valeur ajoutée dans cette sélection. De plus, comme vous pouvez le voir sur le graphique de droite, une répartition géographique avec la volonté non pas uniquement de suivre l'Europe ou l'Amérique du Nord, mais également l'Asie et le reste du monde avec un petit peu d'Israël, surtout par la partie santé, parce qu'ils ont vraiment des biotech extrêmement avancées sur ces domaines-là. Et donc, en fait, de pouvoir vraiment couvrir l'ensemble du monde dans le private equity aujourd'hui.
Donc, c'est vraiment une fenêtre d'ouverture voilà, assez importante. Et vraiment, l'ouverture également des capitaux qu'ils ont permet de renforcer en fait, leur structure et d'ouvrir vraiment un robinet de performance assez élevé. Est-ce que tu peux mettre la slide suivante, s'il te plaît? Je te remercie. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, sur le fonctionnement du fonds, comme je vous l'ai indiqué, donc on était sur un capital de 100 000 € avec une durée de vie qui va être de 10 ans et avec l'objectif voilà, de rendement cible à 15%. Mais les 100 000 €, et ce qui va être très important à prendre en compte, c'est que c'est par appel différé. Justement, pour limiter ce que Ludovic a expliqué tout à l'heure, c'est la courbe en J. En fait, il préfère vous faire investir en fait, au fur et à mesure du temps. Donc, comme vous pouvez le voir sur le graphique en dessous, les 5 premières années, on va vous demander en fait, d'appeler les fonds. Donc 20 000, 20 000 € l'année 2, 20 000 € l'année 3 et ainsi de suite, pour qu'au fil des 5 années, vous ayez bien investi 100 000 €. Et dès la 5e année, on va commencer à vous rembourser en fait, en cédant en fait, des actifs. Et donc, comme vous pouvez le voir, donc, dès l'année 5, normalement, ça va être 10 000 € et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'à l'année 8, normalement, vous soyez totalement remboursé. Et ensuite, en fait, les années 8, 9, 10, là, vous percevrez vos plus-values. Donc, ce qui est avec leur rendement cible, on voit qu'à la fin de l'année 7, vous avez été remboursé de 100 000 € et les 70 000 € de plus-value se sont échelonnés entre les années 8, 9, 10, ce qui permet de, 1, réduire l'immobilisation de vos actifs et de limiter au maximum la courbe en J, puisque les frais ne seront pris qu'au fur et à mesure du temps, donc vous n'aurez pas cet effet de dévalorisation, en tout cas au départ. Donc, ce qui va être très important. Il me semble que c'est à peu près tout sur ce fonds-là. Donc, ça va être à Christophe maintenant de prendre la suite sur Xeris. Bien, bonjour à tous. Effectivement, on a vu deux supports qui permettent de diversifier son risque et d'aller sur un certain nombre de thématiques ou de secteurs géographiques. Et puis, on a d'autres interlocuteurs qui nous permettent d'aller sur une thématique particulière et une entreprise particulière. C'est le cas de Xeris, qui a été créé par un entrepreneur, Jacques Simonet, qui a créé sa première entreprise à 27 ans et qui a décidé de fonder un fonds de financement pour accompagner les entreprises françaises et afin que leurs bonnes idées ne partent pas aux États-Unis ou ailleurs pour devenir de belles entreprises en croissance et sur des thématiques auxquelles il croit. Deux secteurs principaux qui sont la santé ainsi que l'impact environnemental. Sa volonté, c'est de rester maître principalement du capital, de prendre les sociétés à leur tout départ et de les accompagner jusqu'à ce qu'elles soient dans le secteur des entreprises en croissance, proches d'introduction en bourse, et a permis aux investisseurs de venir, dès le départ, se positionner sur ces entreprises. L'objectif est vraiment de repositionner l'entrepreneur au cœur de son entreprise, de lui apporter des moyens à la fois logistiques, mais aussi de permettre à des personnalités de venir intégrer son staff et de lui permettre aussi de se concentrer sur son activité et sur son développement. Alors, la thématique auquel cet entrepreneur croit, c'est l'impact environnemental. Ludovic, si tu veux passer à la slide suivante, merci. L'entreprise que l'on va mettre en avant s'appelle Skytech. Elle part du principe qu'il y a aujourd'hui en matière de recyclage plastique des carences et des opportunités. En deuxième partie de l'année 2021, le gouvernement a annoncé des initiatives qui portaient sur l'économie circulaire afin de limiter les déchets et de préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat. Chaque année, la France consomme 800 millions de tonnes de matière plastique et génère 350 millions de tonnes de déchets. En septembre 2021, la ministre de la Transition énergétique a annoncé une enveloppe de 370 millions d'euros pour soutenir le recyclage et la recherche et développement sur ce sujet. Alors, Skytech est une entreprise qui, depuis 2018, travaille cette activité
avec une technologie particulière qui s'appelle la triboélectricité. Cette technologie particulière a permis en fait de séparer les polymères plastiques. Un plastique est composé de plus de 20 polymères différents, 20 particules différentes. Auparavant, il était difficile de traiter ce gisement pour le transformer en matière qui soit recyclable avec un pourcentage de recyclage le plus élevé possible. Et aujourd'hui, cette société arrive à une pureté de traitement qui est de plus de 90%. Elle s'appuie sur des brevets qui ont été déposés, 3 à 5 brevets par an qui lui permettent de renforcer son activité et est déjà une entreprise en développement puisque une première chaîne de traitement et de montage a été mise en place dès 2020, produisant près de 5000 tonnes de matières recyclées et une montée en puissance jusqu'en 2023 qui est d'ores et déjà programmée avec un nouveau site de 42 000 m² qui est situé à Val-d'Euzet et une volonté affirmée de se développer également en Europe. Donc, on a là pour l'investisseur, certes, une concentration du risque, puisqu'on parie sur une thématique, on parie sur une entreprise, mais on a aussi l'opportunité d'être en proximité avec cette entreprise, de pouvoir suivre son développement pas à pas et d'arriver vers une entreprise qui est déjà en croissance et qui est encore une fois aux portes d'une introduction boursière espérée avant la fin de l'année. Voilà une autre façon d'accompagner des capitaux risqueurs. Quelle est la durée de vie du produit? Comme bon nombre, une durée globale de 10 ans, un objectif cible de rendement de 10% par an net de tous frais réglés, frais de gestion notamment, et l'exonération des plus-values en cas de conservation pendant 5 ans, avec comme structure juridique un fonds commun de placement, un fonds professionnel de capital investissement. Chose aussi intéressante, le Xeris restant maître d'une grosse partie du capital n'est pas forcément qu'un financier, mais a volonté d'accompagner cette entreprise vers son développement le plus fort. Donc, s'associer à Xeris, c'est avoir des intérêts communs dans cette aventure entrepreneuriale qui parle à la fois sur la thématique développée et sur la façon dont Xeris accompagne le staff pour les mener jusqu'au succès. Merci beaucoup, Christophe. C'est bon? C'est bon. Super. Eh ben, écoute, merci beaucoup à toi, Christophe. Merci beaucoup à Jordan aussi pour ces présentations. J'espère que ça a été relativement clair. Ce qui était important pour nous, c'était que vous puissiez comprendre dans un premier temps en quoi consiste l'investissement dans le no-côté et puis de vous donner un peu de visibilité sur, encore une fois, je le redis parce que c'est vraiment important, les différents types d'investissements que vous pouvez faire qui vont encore une fois de choses qui sont plutôt sécuritaires vers des choses qui sont plutôt très dynamiques. Maintenant, ce que je vous propose, je vais donner la parole à Ophélie pour qu'elle nous dise s'il y a des questions et s'il y a des questions, quelles sont-elles? Bonsoir à tous. Alors oui, nous avons plusieurs questions. La première de Francis qui demande si nous avons des statistiques sur le pourcentage des entreprises qui font faillite parmi celles choisies dans chaque fonds. Dans chaque fonds, vous m'entendez là? Oui, on t'entend. Entrepreneur Invest, Altaroc. Moi, je vais répondre pour la partie entrepreneur Invest. Il n'y a pas de statistique pour chaque fonds, mais il y a une statistique qui est connue pour la société de gestion avec un taux de défaut qui est inférieur à 3% depuis qu'elle existe sur l'ensemble des projets qui ont été financés. Petite précision étant assez importante, il n'y a pas de faillite ou de non-remboursement. Il y a eu des non-remboursements de coupons ou alors des retards sur le paiement des coupons et c'est ce qu'on appelle un défaut et c'est ça qui représente le 3% depuis la création de la société de gestion.
Jordan, je te laisse répondre pour… Oui. Et également pour le private equity, donc pour revenir un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure, il y a l'étude, voilà, c'est Olivier Gottschlag de HEC. Donc c'est une étude qui date de 2015, qui fait partie de France Invest. Et donc c'est voilà, la probabilité de perdre 25% de son capital. Donc en effet, il y a une probabilité des fois malheureusement de faillite, mais celle-ci elle est inférieure à 0,5%. Donc, voilà, c'est une stat qui est avérée et qui montre voilà, que la résistance. Donc, il arrive malheureusement que des fois, il y ait des mauvaises histoires, mais comme on l'a dit, c'est là où nous, on intervient. C'est pour sélectionner en fait, des fonds sur lesquels, un, il y a de la diversification et deux, en tout cas, la stratégie est concordante dans le temps. Et une petite précision pour appuyer et compléter ce que vient de dire Jordan. Évidemment, quand vous faites un investissement dans des structures de mon côté, si on se dit les choses, toujours, bien sûr, il y a plein de possibilités. Vous avez des tonnes et des tonnes de boîtes qui se montent et qui font faillite tous les ans. Après, l'intérêt justement de travailler avec nous, c'est que nous, on va faire un travail pour aller sélectionner des sociétés de gestion, des opérateurs, qui, eux vont aller sélectionner les boîtes qui représentent le meilleur rapport rendement-risque. Et c'est ça qui permet, comme on vous l'a montré tout à l'heure sur les différents graphes, de ressortir sur cette classe d'actifs des performances vraiment intéressantes avec un contexte de risque qui est très limité. Une autre question, Ophélie? Oui, j'ai d'autres questions, à savoir pourquoi investir dans un fonds de private equity et pourquoi ne pas investir directement dans des sociétés en direct? Alors, Christophe, tu peux répondre? Oui. Alors, souvent, malheureusement, il est impossible car le capital est maîtrisé par les capitaux investisseurs qui ont parié sur ces entreprises. Le papier n'est pas disponible, vous ne pouvez pas investir directement, comme on pourrait le faire pour acheter un titre coté. Donc, soit des fonds ont pris pied et permettent indirectement d'accéder aux entités, et vous pouvez le faire de façon diluée ou directement, comme on l'a vu tout à l'heure pour l'entreprise Skytech, mais via toujours un capital investisseur. Ce qui rend en fait ces véhicules précieux, c'est justement de vous donner accès à des solutions que vous ne pourrez pas trouver par vous-même. Merci Christophe. On a deux dernières questions. Comment choisir le fonds sur lequel investir? Puisque là, vous avez présenté 3 fonds de private equity, donc pourquoi pas l'un, plutôt l'un que l'autre? Qui veut répondre? Si tu veux, je peux le faire. Allez. Comment choisir le fonds? Il y a beaucoup de questions et ça, c'est l'objet de notre travail à nous. C'est en discutant avec vous par rapport à votre profil de risque, tout premièrement, parce que comme on l'a vu, il y a différents fonds. Certains offrent des garanties, comme celui qu'a présenté Ludovic. Donc, des gens qui veulent s'initier en tout cas au private equity, mais de façon un petit peu plus modérée. Et ensuite, on va avoir justement ce panorama de solutions qui va être adapté selon vos objectifs de placement, l'horizon, parce que comme l'a dit également Ludovic, nous avons des fonds qui sont dits evergreen, c'est-à-dire qui sont accessibles à n'importe quel moment, excusez-moi, mais dont on peut sortir également à peu près quand on veut. D'autres où il y a des durées d'investissement minimales. Voilà, ça c'est vraiment différentes solutions qu'il va falloir étudier lors de nos rendez-vous et sur lesquelles on pourra vous apporter peut-être plus ample information et regarder ensemble ce qui sera le plus adapté. Voilà. Merci Jordan. Et enfin, une dernière question. Est-ce le bon moment pour investir? Moi, je veux bien répondre à cette question. Sauf si Christophe insiste ou Jordan insiste, je veux bien répondre à la question. On te laisse répondre. Voilà, alors je le fais. Le bon moment pour investir, c'est quand on a la possibilité de le faire. Cette phrase n'est pas de moi, c'est d'un des plus grands investisseurs internationaux qui dit que, en gros,
oui, investir, il faut le faire quand on a la capacité de le faire. Il n'y a personne qui peut dire si aujourd'hui c'est le meilleur moment pour investir ou si c'est le moins bon moment ou s'il faut attendre demain ou après-demain ou s'il fallait le faire hier. Ça, ce n'est pas possible. Maintenant, quand on regarde la performance de la classe d'actifs, on va se concentrer sur celle-là et c'est vrai pour beaucoup de choses. Quand on regarde la performance sur le long terme, en réalité, on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment de meilleur moment pour investir. Alors parfois, on va avoir des opportunités sur certains secteurs, sur certaines classes d'actifs parce que, encore une fois, il y a des inefficiences qui se produisent, comme ça avait été le cas, à notre sens, sur le secteur financier au moment où il y a eu l'envahissement de l'Ukraine par la Russie. C'est des choses, c'est des événements qui peuvent se produire, mais c'est des événements qui doivent venir en marge d'une stratégie d'investissement patrimonial. Là, ce qu'on propose à nos clients, c'est pas de faire des coups sur des événements ou sur des histoires de timing. Ce qu'on propose à nos clients, c'est de rentrer sur des supports sur lesquels on va aller chercher une visibilité sur une période d'investissement long terme. Et ça, le bon moment pour le faire, c'est quand on a la possibilité de le faire. Sinon, c'est jamais le bon moment. C'est toujours un peu trop tard, c'est toujours un peu trop tôt. On ne le fait pas et puis on se réveille 5 ans, 10 ans plus tard, on n'a rien fait. Et puis en fait, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on a perdu de l'argent. Merci Ludovic pour cette réponse. Je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Eh ben, ça tombe bien parce qu'on est à 59 minutes 20 secondes du début de ce webinaire. J'ai une dernière question. Il va falloir que je réponde vite. Oui. Quel est le ticket d'entrée sur le premier fonds que tu as présenté, Entrepreneur et Rendement 6, s'il te plaît? Je ne me rappelle plus, mais il n'est pas très élevé. Il doit être aux alentours de 5 000 €. Donc, c'est vraiment un fonds qui est très accessible. Juste pour terminer sur la partie accessibilité du support, au maximum, c'est 5 000 € en direct. Et c'est un fonds qui va être aussi accessible auprès de nos différents partenaires, enfin auprès de la plupart de nos différents partenaires en assurance vie parce qu'on a fait le job pour le faire référencer auprès de nos partenaires assureurs. Ça veut dire que c'est un fonds que vous pouvez détenir en direct. C'est intéressant, mais vous pouvez aussi l'avoir dans un contrat d'assurance vie de droit français. Et si vous pouvez l'avoir dans un contrat d'assurance vie de droit français, ça veut dire qu'on va pouvoir décimaliser le nombre de parts et donc en avoir pour des montants qui correspondent au minimum qui sont exigés par la compagnie d'assurance. Donc, dans un contrat d'assurance vie, on doit aussi être aux alentours de 5 000 € de minimum. Merci. Plus d'autres questions? Pas d'autres questions pour le moment. Super. Eh bien, s'il y a quelqu'un de toute façon qui a d'autres questions, je vous invite à nous les transmettre, à votre interlocuteur habituel par mail. Je remercie tout le monde, à commencer par les personnes qui nous ont permis d'organiser l'événement, toute l'équipe de Farno Investissement pour justement l'organisation de ce webinaire. Merci surtout encore une fois à nos clients qui ont participé. J'espère que c'était intéressant et enrichissant pour vous. Et puis, tout le monde se tient à votre disposition. Encore une fois, si vous avez d'autres questions sur ce sujet ou sur tout autre sujet qui concerne la gestion de votre patrimoine. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et je vous dis à bientôt.